Dans l'histoire de la philosophie, certains penseurs se démarquent par leur audace à remettre en question les idées dominantes de leur époque. Arthur Schopenhauer est l'un de ces esprits rebelles. Né à l'aube d'une ère d'optimisme et de progrès, il a osé lever le voile sur les aspects les plus sombres de l'existence humaine. Son histoire est celle d'un homme qui a choisi de regarder le monde en face, sans phare ni illusion, et qui en a tiré des conclusions aussi dérangeantes que profondes. Notre récit commence le 22 février 1788 à Danzig, une ville portuaire alors sous domination prussienne. L'Europe est à la veille de bouleversements majeurs. La Révolution française va bientôt ébranler les fondements de l'ancien régime. Les idées des Lumières se répandent comme une traînée de poudre, promettant un avenir guidé par la raison et le progrès. Mais sous cette surface d'optimisme couve déjà le romantisme, avec sa célébration des émotions et son attrait pour les aspects plus sombres de la nature humaine. C'est dans ce monde en pleine mutation que naît Arthur Schopenhauer. Son père, Heinrich Floris Schopenhauer, est un riche marchand respecté pour son intégrité et son intelligence. Sa mère, Johanna, est une femme d'esprit vif qui deviendra plus tard une romancière à succès. Le jeune Arthur grandit ainsi dans un environnement privilégié, entouré de livres et d'œuvres d'art, baignant dès son plus jeune âge dans une atmosphère intellectuelle stimulante. Mais cette enfance dorée cache des ombres profondes qui vont façonner la vision du monde du futur philosophe. Les parents de Schopenhauer forment un couple mal assorti. Heinrich est un homme pragmatique, autoritaire, et sujet à de violents accès de colère et de dépression. Johanna, quant à elle, est une femme sociable et ambitieuse, qui étouffe dans les contraintes du mariage et de la maternité. Cette tension familiale constante va marquer profondément le jeune Arthur, lui donnant un avant-goût de ce qu'il considérera plus tard comme la nature fondamentalement conflictuelle de l'existence. À l'âge de 15 ans, Arthur part pour un grand tour d'Europe avec ses parents. Ce voyage va être une révélation pour l'adolescent. Il découvre la diversité et la complexité du monde, apprend de nouvelles langues, s'imprègne de nouvelles cultures. À Paris, il est fasciné par l'effervescence intellectuelle qui règne dans les salons littéraires. À Londres, il est frappé par le contraste saisissant entre la richesse ostentatoire et la misère la plus noire. Ces expériences vont nourrir sa réflexion future sur la nature de la société et de la condition humaine. Mais ce périple n'est pas qu'une succession de découvertes enrichissantes. Le jeune Schopenhauer est aussi confronté à la dure réalité du monde. Il est témoin de la misère dans les grandes villes, de la cruauté de l'homme envers l'homme, de l'indifférence de la nature face à la souffrance humaine. Ces images de détresse et de douleur vont s'imprimer profondément dans son esprit, nourrissant sa future vision pessimiste du monde. Le véritable tournant dans la vie de Schopenhauer survient en 1805. Son père meurt dans des circonstances mystérieuses, probablement en s'ôtant lui-même la vie. Ce drame familial va bouleverser l'existence du jeune Arthur. La fin de Heinrich, cet homme qui semblait si solide et si sûr de lui, révèle à Schopenhauer la fragilité fondamentale de l'existence humaine. Elle lui montre aussi que même ceux qui semblent avoir tout pour être heureux peuvent être rongés par un mal-être profond. Suite à ce drame, sa mère, libérée d'un mariage qui l'étouffait, décide de déménager à Weimar, le centre culturel de l'Allemagne. Johanna Schopenhauer devient rapidement une figure en vue des salons littéraires, recevant des célébrités comme Goethe. Cette nouvelle vie de sa mère, si différente de celle qu'elle menait du vivant de son père, va profondément marquer Schopenhauer. Il y verra plus tard une illustration de l'inconstance humaine et de la nature illusoire des relations sociales. Pendant ce temps, le jeune Arthur, âgé de 17 ans, se retrouve coincé dans un apprentissage commercial qu'il déteste. Son père, avant de mourir, avait insisté pour qu'il suive cette voie, espérant que son fils reprenne un jour l'entreprise familiale. Cette période est un véritable purgatoire pour Schopenhauer. Forcé d'étudier des matières qui ne l'intéressent pas, entouré de gens qu'il juge médiocres et superficiels, il se sent comme un étranger dans un monde qui n'est pas le sien. Mais cette expérience va aussi renforcer sa détermination à suivre sa propre voie, quelles qu'en soient les conséquences. Finalement, Schopenhauer convainc sa mère de le laisser quitter son apprentissage pour étudier. En 1809, il s'inscrit à l'université de Göttingen. C'est le début de sa véritable quête philosophique. Schopenhauer se plonge avec avidité dans les œuvres de Platon et de Kant. Il est fasciné par la théorie des idées de Platon, qui suggère l'existence d'un monde de forme parfaite, au-delà de notre réalité sensible. Dans la philosophie de Kant, il trouve une approche rigoureuse de la connaissance qui le séduit, en particulier l'idée que notre perception du monde est façonnée par les structures de notre esprit.
Mais malgré son enthousiasme pour ces grands penseurs, Schopenhauer sent qu'il y a quelque chose qui manque. Les systèmes philosophiques qu'il étudie lui semblent trop abstraits, trop éloignés de l'expérience concrète de la vie. Il cherche une philosophie qui puisse rendre compte de la souffrance et du mal qu'il a observé dans le monde. En 1811, Schopenhauer déménage à Berlin pour suivre les cours du célèbre philosophe Johann Gottlieb Fichte. Mais la déception est au rendez-vous. Il trouve les idées de Fichte absurdes, les qualifiant même de charlatanerie. Pour Schopenhauer, la philosophie de Fichte, avec son accent sur le moi comme principe fondamental de la réalité, est une forme d'idéalisme extrême qui perd tout contact avec le monde réel. Cette désillusion va pousser Schopenhauer à développer sa propre philosophie, une vision du monde radicalement différente de celle de ses contemporains. Il commence à élaborer un système qui tente de concilier l'idéalisme de Kant avec une reconnaissance de la réalité brutale de l'existence. C'est à cette époque que Schopenhauer découvre la philosophie orientale, en particulier le bouddhisme et l'hindouisme. Ces traditions, avec leur vision du monde comme illusion et leur accent sur la souffrance comme caractéristique fondamentale de l'existence, vont profondément influencer sa pensée. Dans les Upanishads, qu'il lit dans une traduction latine, Schopenhauer trouve des échos de ses propres intuitions sur la nature illusoire du monde phénoménal et l'unité fondamentale de toute existence. En 1818, à seulement 30 ans, Schopenhauer publie son chef-d'œuvre, Le monde comme volonté et représentation. Dans ce livre monumental, il développe une vision du monde qui va à contre-courant de l'optimisme de son époque. Selon Schopenhauer, le monde tel que nous le percevons, c'est-à-dire la représentation, n'est qu'une illusion, un voile de Maya pour reprendre le concept hindou. Cette idée n'est pas sans rappeler la théorie kantienne selon laquelle nous ne pouvons connaître les choses en soi, mais seulement telles qu'elles nous apparaissent. Mais Schopenhauer va plus loin. Il affirme que derrière cette illusion se cache la véritable essence du monde, la volonté. Cette volonté, concept central de la philosophie de Schopenhauer, n'est pas une force bienveillante ou rationnelle. Elle n'a rien à voir avec la volonté individuelle ou le libre arbitre. C'est une pulsion aveugle et insatiable, une force cosmique qui pousse toutes les créatures à lutter pour leur survie et leur reproduction. C'est elle qui est à l'origine de toute action dans l'univers, depuis le mouvement des planètes jusqu'aux désirs les plus intimes des êtres humains. Dans la vision de Schopenhauer, le monde est comme un immense jeu tragique, où tous les êtres sont poussés par cette volonté à courir après des objectifs qu'ils ne peuvent jamais vraiment atteindre. La vie est une succession de désirs, jamais vraiment satisfaits, entrecoupés de moments de souffrance. Le bonheur, dans ce schéma, n'est qu'une illusion passagère, un bref répit entre deux souffrances. Cette conception pessimiste de l'existence humaine est au cœur de la philosophie de Schopenhauer. Pour lui, la vie est essentiellement souffrance. Nous oscillons constamment entre le désir et l'ennui. Quand nous désirons quelque chose, nous souffrons de ne pas l'avoir. Quand nous l'obtenons, nous nous en lassons rapidement, et nous nous ennuyons, ce qui nous pousse à désirer autre chose, et ainsi de suite dans un cycle sans fin. Mais Schopenhauer ne s'arrête pas à ce constat désespérant. Il propose aussi des moyens d'échapper, au moins temporairement, à cette volonté tyrannique. L'art, la compassion et l'ascétisme sont pour lui des fenêtres sur un autre monde, des moments où nous pouvons nous libérer du joug de la volonté. L'art, selon Schopenhauer, a le pouvoir de nous élever au-dessus de nos préoccupations quotidiennes et de nous faire entrevoir les idées platoniciennes, ces formes parfaites qui sous-tendent la réalité. Dans la contemplation esthétique, nous cessons momentanément d'être des individus soumis à la volonté pour devenir de purs sujets connaissants. C'est pourquoi l'expérience esthétique peut être source d'une joie profonde et désintéressée. La musique occupe une place particulière dans l'esthétique de Schopenhauer. Pour lui, elle n'est pas simplement une représentation des idées comme les autres arts, mais une expression directe de la volonté elle-même. C'est pourquoi la musique a le pouvoir de nous émouvoir si profondément, touchant directement l'essence même de notre être. La compassion est une autre voie d'échappement à la tyrannie de la volonté. Pour Schopenhauer, la reconnaissance que tous les êtres souffrent comme nous peut nous amener à transcender notre égoïsme naturel. En reconnaissant l'unité fondamentale de toute existence, nous pouvons atteindre un état de compassion universelle qui est la base de toute véritable moralité. Enfin, l'ascétisme représente pour Schopenhauer la voie la plus radicale pour échapper à la volonté. En renonçant à nos désirs, en niant la volonté de vivre elle-même,
nous pouvons atteindre un état de paix qui s'apparente au nirvana bouddhique. C'est une voie difficile, que peu sont capables de suivre jusqu'au bout, mais qui représente pour Schopenhauer l'idéal de la sagesse. Malheureusement pour Schopenhauer, son chef-d'œuvre ne rencontre pas le succès escompté lors de sa publication. Le livre se vend mal et reçoit peu d'attention de la part du monde académique. C'est un coup dur pour le jeune philosophe, qui avait mis tout son cœur et toute son intelligence dans cet ouvrage. Mais Schopenhauer ne se laisse pas abattre. Convaincu de la valeur de ses idées, il continue à travailler sur sa philosophie, l'affinant et la développant. Il publie d'autres ouvrages, notamment « De la volonté dans la nature » en 1836 et « Les deux problèmes fondamentaux de l'éthique » en 1841. Pendant les décennies qui suivent, Schopenhauer mène une vie relativement solitaire. Il ne se marie jamais, convaincu que le mariage est une illusion créée par la volonté pour assurer la perpétuation de l'espèce. Il a peu d'amis, préférant la compagnie de son caniche Atma, nommé d'après le concept hindou de l'âme universelle, à celle de la plupart des humains. Schopenhauer est connu pour son caractère difficile et ses disputes avec ses collègues philosophes. Il entretient une rivalité particulièrement acerbe avec Hegel, qu'il considère comme un charlatan et dont la philosophie représente pour lui tout ce qu'il y a de mauvais dans la pensée allemande de son époque. Malgré son isolement relatif, Schopenhauer continue à observer le monde avec un œil acéré. Il est témoin des révolutions de 1848 qui secouent l'Europe, et ces événements ne font que renforcer son pessimisme quant à la nature humaine et aux possibilités de progrès social. Ce n'est que dans les années 1850, alors que Schopenhauer a plus de 60 ans, que ses idées commencent enfin à être reconnues. Son livre « Par erga et Paralipomena », publié en 1851, attire l'attention du public et des intellectuels. Cet ouvrage, composé d'essais sur divers sujets, du sens de la vie à la place des femmes dans la société, en passant par des conseils pratiques sur la façon de mener une vie sage, rend les idées de Schopenhauer plus accessibles à un large public. Soudain, Schopenhauer devient une célébrité. Des gens du monde entier viennent le rencontrer à Francfort, où il s'est installé. Il est sollicité pour des interviews, reçoit des lettres d'admirateurs et voit ses livres réimprimés et traduits dans plusieurs langues. Cette reconnaissance tardive est douce amère pour Schopenhauer. D'un côté, il est ravi que ses idées soient enfin appréciées. De l'autre, il ne peut s'empêcher de penser à toutes ces années passées dans l'obscurité, à se battre contre l'indifférence du monde académique et du grand public. Malgré ce succès tardif, Schopenhauer reste fidèle à lui-même. Il continue de mener une vie simple et disciplinée, consacrant ses matinées à l'écriture et ses après-midi à la lecture et à la réflexion. Il garde son regard critique sur le monde, observant avec un mélange d'amusement et de mépris les folies de ses contemporains. Schopenhauer meurt paisiblement dans son sommeil le 21 septembre 1860, à l'âge de 72 ans. Mais son décès ne marque pas la fin de son influence. Au contraire, c'est à partir de ce moment que ses idées vont vraiment commencer à se répandre et à façonner la pensée occidentale. L'influence de Schopenhauer sur la philosophie et la culture est profonde et durable. Friedrich Nietzsche, l'un des philosophes les plus influents du XIXe siècle, considère Schopenhauer comme son éducateur. Bien que Nietzsche finisse par rejeter le pessimisme de Schopenhauer, il conserve de nombreux éléments de sa pensée, notamment l'importance accordée à la volonté et la critique de la morale traditionnelle. Dans le domaine de la littérature, l'impact de Schopenhauer est tout aussi significatif. Des écrivains comme Thomas Mann, Marcel Proust et Samuel Beckett sont profondément influencés par sa vision du monde. On retrouve dans leurs œuvres des échos de la conception schopenhauerienne de la vie comme une lutte constante entre le désir et la souffrance. La psychologie moderne doit également beaucoup à Schopenhauer. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, reconnaît explicitement sa dette envers le philosophe allemand. L'idée schopenhauerienne que nos actions sont largement déterminées par des forces inconscientes préfigure la théorie freudienne de l'inconscient. Mais l'influence de Schopenhauer ne se limite pas au monde occidental. Sa philosophie, avec ses emprunts aux traditions orientales, a joué un rôle crucial dans le dialogue entre l'Est et l'Ouest. En incorporant des éléments du bouddhisme et de l'hindouisme dans sa pensée, Schopenhauer a ouvert la voie à une compréhension plus profonde de ces traditions en Occident. Dans le domaine de l'art, la théorie esthétique de Schopenhauer a eu un impact considérable. Son idée que l'art peut nous offrir une échappatoire temporaire à la tyrannie de la volonté a inspiré de nombreux artistes. Richard Wagner,
le célèbre compositeur, était un fervent admirateur de Schopenhauer et a tenté de traduire ses idées philosophiques en musique. Même dans le domaine des sciences, on peut trouver des traces de l'influence de Schopenhauer. Sa conception de la volonté comme une force aveugle et irrationnelle qui sous-tend toute existence trouve des échos dans certaines interprétations de la théorie de l'évolution. De même, son insistance sur l'importance du corps et des pulsions dans la formation de notre expérience du monde anticipe certains développements en neurosciences et en psychologie cognitive. Mais l'héritage de Schopenhauer est aussi paradoxal que sa philosophie. Bien que profondément pessimiste, sa pensée a inspiré de nombreux créateurs et penseurs. Son pessimisme, loin d'être paralysant, semble avoir eu un effet libérateur sur beaucoup de ses lecteurs. En nous montrant le monde dans toute sa dureté, Schopenhauer nous offre aussi les outils pour y faire face. La pertinence de Schopenhauer dans le monde contemporain est frappante. Dans une époque marquée par l'anxiété, la dépression et un sentiment général de mal-être, sa analyse de la condition humaine semble plus pertinente que jamais. Son idée que le bonheur est essentiellement négatif, l'absence de souffrance plutôt que la présence de plaisir, résonne avec de nombreuses recherches modernes en psychologie du bonheur. De même, sa critique de la société de consommation, qu'il voyait comme une manifestation de l'insatiabilité de la volonté, semble préfigurer de nombreuses critiques contemporaines du capitalisme et du consumérisme. Dans un monde où nous sommes constamment poussés à désirer plus, à consommer plus, la philosophie de Schopenhauer nous invite à nous interroger sur la nature de nos désirs et sur la possibilité d'une vie plus simple et plus authentique. La pensée de Schopenhauer sur la compassion comme base de l'éthique trouve également un écho dans les préoccupations contemporaines concernant le bien-être animal et l'environnement. Son idée que la souffrance est le lien qui unit tous les êtres vivants peut être vue comme une base philosophique pour l'éthique environnementale et le mouvement pour les droits des animaux. Sa vision de l'amour romantique comme une illusion créée par la nature pour assurer la reproduction de l'espèce peut être vue comme une critique précoce des idéaux romantiques qui continuent d'influencer notre culture. Cependant, l'héritage de Schopenhauer n'est pas sans controverse. Ses opinions sur les femmes, par exemple, sont profondément problématiques selon les standards modernes. Il les considérait comme intellectuellement inférieurs aux hommes et incapables de réalisations artistiques ou intellectuelles significatives. Ces idées, bien que malheureusement courantes à son époque, sont aujourd'hui reconnues comme profondément erronées et préjudiciables. De même, son pessimisme radical peut être vu comme une philosophie potentiellement dangereuse. Si la vie est essentiellement souffrance, comme le soutient Schopenhauer, quel est l'intérêt de s'efforcer d'améliorer le monde? Cette critique, souvent adressée à Schopenhauer, ignore cependant les aspects plus constructifs de sa pensée, notamment son insistance sur l'importance de l'art et de la compassion comme moyen de transcender la souffrance. Malgré ces controverses, ou peut-être en partie à cause d'elles, Schopenhauer continue de fasciner et d'influencer les penseurs contemporains. Sa philosophie offre un contrepoint nécessaire à l'optimisme souvent naïf de notre culture. Elle nous rappelle que la vie est complexe, souvent difficile, mais pas dépourvue de moments de beauté et de transcendance. En fin de compte, l'héritage de Schopenhauer est profondément ambivalent. D'un côté, il nous offre une vision sombre et parfois désespérante de l'existence humaine. De l'autre, il nous montre des voies pour trouver du sens et de la beauté dans un monde souvent cruel et indifférent. Sa philosophie est comme un miroir qui nous montre à la fois nos limitations et nos possibilités. Que pouvons-nous retenir de Schopenhauer aujourd'hui? Peut-être que la véritable sagesse réside dans la reconnaissance lucide de la nature souvent douloureuse de l'existence, combinée à la recherche active de moments de transcendance à travers l'art, la compassion et la réflexion philosophique. Peut-être que, comme Schopenhauer nous l'enseigne, c'est en regardant la réalité en face, sans illusion, que nous pouvons trouver une forme de libération. La vie et la pensée de Schopenhauer nous rappellent que la philosophie n'est pas un exercice abstrait, déconnecté de la réalité. C'est une tentative de donner un sens à notre expérience vécue, aussi difficile soit-elle. Elle nous invite à regarder au-delà des apparences, à questionner nos désirs et nos motivations, et à chercher une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Parmi les écrits de Schopenhauer, il en est un qui mérite une attention particulière. L'art d'avoir toujours raison. Cet ouvrage, publié à titre posthume, est un véritable manuel de rhétorique et d'argumentation. Dans ce texte à la fois cynique et perspicace, Schopenhauer répertorie 38 stratagèmes que les gens utilisent dans les débats pour l'emporter sur leurs adversaires, que leurs arguments soient valides ou non. Des techniques comme
Pousser l'argument de l'adversaire jusqu'à ses conséquences les plus absurdes, ou utiliser des arguments qui cachent le véritable point de désaccord, sont minutieusement décrites. Bien que Schopenhauer prétende que son but est d'aider à reconnaître et à contrer ces tactiques malhonnêtes, le livre peut aussi être lu comme un guide pratique pour les utiliser. Cette œuvre révèle le côté pragmatique et observateur de Schopenhauer, capable de disséquer les interactions humaines avec une précision chirurgicale. Elle témoigne aussi de son cynisme quant à la nature humaine, suggérant que la plupart des gens sont plus intéressés par la victoire dans un débat que par la recherche de la vérité. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez submergé par les défis de la vie, pensez à Schopenhauer. Peut-être trouverez-vous une certaine consolation dans sa vision du monde. Après tout, si ce philosophe pessimiste a pu trouver de la beauté et du sens dans un monde qu'il considérait comme fondamentalement douloureux, peut-être pouvons-nous en faire autant. La philosophie de Schopenhauer nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il existe des échappatoires. L'art qui nous élève au-dessus de nos préoccupations quotidiennes, la compassion qui nous connecte aux autres, et la contemplation qui nous permet de prendre du recul sur nos désirs incessants. En conclusion, l'héritage de Schopenhauer est un défi à notre complaisance, à nos illusions, à notre tendance à fuir les vérités désagréables, mais c'est aussi une invitation à vivre une vie plus authentique, plus réfléchie, plus compatissante. Une invitation à trouver de la beauté et du sens même dans un monde qui peut souvent sembler absurde et cruel. Que vous soyez d'accord ou non avec ces conclusions, une chose est sûre. Après avoir exploré la pensée de Schopenhauer, vous ne verrez plus jamais le monde de la même façon. Et n'est-ce pas là le véritable pouvoir de la philosophie? Merci de votre écoute, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo. Votre soutien me permet de créer davantage de contenu.